dans l'entre-deux-guerres, entre 19 et 39. Alors c'est une aventure assez étonnante qui va attendre ces gens-là, ces écrivains. Je dis ces écrivains, mais c'est des gens très divers, hein, d'origines diverses, d'âges divers, de fortunes diverses, mais aussi de sexes divers, puisqu'il y a pas mal de dames, et non des moindres, dont l'œuvre est marquante et sera aussi marquée par Paris. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces gens-là vont être assez nombreux, plusieurs milliers. Hein. Ils ne seront pas tous en même temps, ils ne vont pas tous rester 20 ans, mais certains ils passeront le reste de leur vie, d'autres feront des allers-retours, et tous seront très marqués par ce qu'ils découvriront. Et ce qu'ils découvriront, c'est quelque chose de très différent, c'est un autre état d'esprit, une autre façon de voir les choses, et une liberté dont certains profiteront et abuseront même. Hemingway a bien écrit « Paris est une fête », et quelle fête! Sacrément gaillarde, rabelaisienne, je dirais même, on discute, on confronte les idées, on danse, on boit, et autre chose aussi, comme dit la chanson, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais pas seulement. Pas seulement parce que, confrontés à un autre monde, parce qu'effectivement, les Américains qui viennent de New York, de Chicago, du fin fond de l'Illinois, ont vraiment l'impression de découvrir un peu une autre planète, avec d'autres gens, qui va les marquer profondément. Hein. Dans certains cas, ça virera même à la quête initiatique. Ils vont découvrir vraiment d'autres choses, et ça fait penser un petit peu à ce voyage que les jeunes aristocrates fortunés du XVIIIe siècle effectuaient entre leur pays d'origine et à travers toute l'Europe jusqu'en Italie, qu'on appelait le Grand Tour. Eh bien, pour certains d'entre eux, c'est ça. Et ils vont être, la plupart, pas tous, certains seront réfractaires à la France, aux Français, etc. Mais pour la plupart, ils vont être très marqués, et ça marquera aussi leur œuvre, leur vie même. Et ils ne seront plus jamais comme avant. Et c'est de tout cela dont va vous parler le professeur Champ, que je remercie d'avance. Je remercie. Je remercie M'entendez-vous correctement? Oui. Je remercie M. Tiberti pour sa chaleureuse et précise présentation. Et effectivement, je vais vous donner quelques aspects de ce livre, mais évidemment en une heure à peu près. C'est bien une heure dont je dispose, cher ami? Environ. Une heure et quart, et après ça, il faut aussi le temps au débat. Une petite heure et ensuite le débat. D'accord. Mais bon, je tâcherai de me contenir. Je vais vous donner un certain nombre d'aspects relatifs à ce séjour des écrivains américains dans l'entre-deux-guerres à Paris. Je voudrais commencer par une définition. Effectivement, ces écrivains américains sont ordinairement appelés la génération perdue. Alors, que signifie ce terme? On attribue la paternité, généralement, à Ernest Hemingway, qui l'a employé plusieurs fois dans ses livres ou dans des conversations. En vérité, il n'a jamais démenti d'ailleurs cette paternité, en vérité, la formule lui avait été soufflée par une de ses amies dont nous reparlerons, Gertrude Stein. Mais elle-même n'était pas l'inventeur ou l'inventrice de la formule, c'était le garagiste de Gertrude. C'est pourquoi je vous dis que cette introduction était éminemment anecdotique et pourtant n'est pas dépourvue d'intérêt. Gertrude Stein conduisait une voiture au début des années 20, c'est une femme énergique, donc elle se déplaçait en automobile et un jour, problème technique, elle l'amène dans un garage, le garagiste confie la voiture à un jeune mécano qui au bout d'un moment revient en disant qu'il est dans l'incapacité de réparer. Alors le garagiste soupire « Ah, vous êtes vraiment une génération perdue ». Alors Gertrude lui demande la raison, l'explication de cette formule, et le garagiste répond « Ben voilà, lui, comme beaucoup d'autres jeunes, sont partis à la guerre à 17 ans, 18 ans, 19 ans, sans avoir terminé leur formation. Il en va de même pour les étudiants, etc. Donc, et puis au retour, eh bien, ils n'ont pas repris leurs études, leur stage, etc. Donc ils se sont formés un peu sur le tas. Ils ne sont pas très performants. C'est une génération perdue pour la France. Et Gertrude Stein a trouvé que la formule pouvait très bien s'appliquer à ces centaines d'intellectuels américains qui étaient venus en France à partir du lendemain de la Grande Guerre et qui étaient en somme, eux, perdus pour leur pays, perdus pour l'Amérique. Et le terme est resté pour désigner ces écrivains, quelques centaines,
Comme le disait M. Tiberti, tous ne naviguaient pas sur les ailes du génie. Mais il y a quand même 3 prix Nobel parmi eux, c'est-à-dire Sinclair Lewis, le premier écrivain américain à avoir eu le prix Nobel en 1930, c'est l'auteur de Babbitt et tous ces grands romans, le poète Eliot, et un peu plus tard, dans les années 50, Hemingway. Donc, alors je ne dis pas qu'avoir un prix Nobel est un gage de qualité littéraire fondamentale, mais c'est quand même un signe qui peut donner une appréciation. Alors, la première question que je me poserai, c'est pourquoi venait-il en France et pas ailleurs? Eh bien, il faut d'abord indiquer qu'ils adressaient à leur pays un certain nombre de griefs, de reproches, quelquefois même formulés de manière agressive. D'abord, les États-Unis leur apparaissaient comme une nation trop jeune. Et pour eux, un intellectuel ne pouvait véritablement développer sa réflexion, sa pensée, que dans un monde, dans une société qui poussait des racines très profondes dans le passé. Une culture bien enracinée, et pas dans une culture multiforme faite de contingents nationaux hétéroclites qui s'étaient retrouvés en Amérique. Ils n'avaient pas de grands monuments, de grandes œuvres littéraires, chercher le Homère américain, le Virgile américain, le Molière américain, enfin voilà, tout ça évidemment leur paraissait un facteur de faiblesse. Leurs œuvres ne s'enracinaient pas dans une culture noble et ancienne. Il y avait un deuxième grief qu'ils formulaient. Les États-Unis étaient un pays matérialiste. Ils dénonçaient le règne du dollar, la volonté de la réussite matérielle. L'intellectuel, l'artiste, si, l'artiste était apprécié, disait-il, à condition que ses œuvres se vendissent très cher. C'était la valeur marchande qui faisait la qualité et l'estime que l'on portait au créateur, et non pas sa personnalité profonde. D'ailleurs, cette critique du matérialisme a été faite par certains intellectuels français de l'époque aussi. Par exemple, je pense à Robert Aron et Arnaud Dandieu, qui ont fait un livre qui a beaucoup de succès, qui s'appelait « Le cancer américain ». Le cancer américain, c'était la dénonciation d'un monde totalement matérialiste, et cette maladie et les métastases de ce cancer risquaient de se répandre en Europe et en France. Mais peut-être celui qui a le plus dénoncé, en tout cas celui dont le livre a eu le plus grand succès, 150 et quelques éditions, c'est Georges Duhamel, Scène de la vie future, dans laquelle il dénonçait le règne de la publicité, l'abrutissement des gens, le matérialisme, le dollar, etc. Duhamel c'était quelqu'un de très important dans l'histoire des lettres de cette époque-là, et vous savez, quand on est... On peut ouvrir des parenthèses. Dans une copie, je mettrai hors sujet ce que je vais faire là, mais enfin bon. Duhamel, c'est celui qui a évité à l'Académie française, avec Paul Valéry et François Mauriac, de sombrer totalement dans le culte maréchaliste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était secrétaire perpétuel de l'Académie et il a évité un naufrage complet de l'institution, bien que Maurras fût académicien, que le maréchal Pétain le fût, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Donc le livre de Duhamel a eu un rôle très important. Des éditions n'en plus finir, et c'est ce qui a accéléré d'ailleurs son élection à l'Académie française. Il y avait un autre grief formulé par les Américains, le puritanisme, le conformisme de leur pays. L'exemple le plus connu, évidemment, c'est l'interdiction de l'alcool, la prohibition de l'alcool, n'est-ce pas, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Une espèce d'ordre moral extrêmement aliénant pour les gens. Ils s'en plaignaient énormément. Par exemple, Scott Fitzgerald, l'un des grands écrivains de cette génération, qui avait fait ses études, je ne sais plus dans quelle université, je crois que c'est Yale, mais je ne suis pas sûr, disait, voilà, à l'université, il ne fallait surtout pas se singulariser. Si vous aviez une opinion qui sortait de la norme, si vous disiez quelque chose qui n'était pas dans les journaux les plus lus, vous étiez considéré comme un poseur, un faiseur,
quelqu'un qui voulait se mettre en avant, n'est-ce pas? Il fallait penser comme tout le monde, il fallait s'habiller. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup d'Américains de Paris se sont habillés de manière un peu extravagante, parce qu'ils avaient trop souffert de cette espèce de conformisme social, moral, qu'ils dénonçaient dans leur pays. Et puis, il y avait encore un grief formulé par les Noirs, et là, évidemment, vous devinez de quoi je veux parler, c'est-à-dire la ségrégation, et qui était en honneur, même quand on a commencé à l'abolir, vous savez qu'elle a continué de sévir pendant très longtemps dans les mœurs, dans les têtes. Donc cette ségrégation épouvantable, qui ne frappait pas seulement le Sud, mais aussi le Nord. Il y a un exemple qui me vient toujours à l'esprit. Parmi ces écrivains américains, il y avait quelqu'un qui n'était pas tout à fait de ce monde-là, mais qui fréquentait ce monde-là. C'était Nancy Cunard, une Anglaise, qui était l'héritière de la compagnie de navigation Cunard Line, vous savez, la grande compagnie de navigation transatlantique. Nancy Cunard vivait à Paris, loin du conformisme britannique, qu'elle dénonçait elle aussi, et elle avait comme goût sentimentaux, si vous voulez, les Noirs, et surtout les Noirs pianistes de jazz. C'était vraiment un créneau très particulier. Donc elle avait trouvé un Américain venu en France, pianiste de jazz, avec lequel elle a vécu pas mal d'années. Et puis un jour, pour ses affaires, elle a dû aller à New York. Et elle a demandé à son ami de l'accompagner. Eh bien, New York, c'est pas le fin fond du Tennessee, n'est-ce pas? C'est même déjà la grande métropole cosmopolite. Ils sont descendus chacun dans un hôtel différent. Ça résume tout, n'est-ce pas, ce conformisme. Alors, ceci étant posé, que trouvait-il en France? Pourquoi choisissait-il la France plutôt qu'un autre pays? Bien évidemment, d'abord, parce qu'ils y trouvaient un passé, une histoire ancienne, prestigieuse, des monuments qui attestaient cela, des œuvres d'art dans les musées, etc., etc., etc. Je vous citerai John Dos Passos. Vous connaissez John Dos Passos, le grand écrivain américain, qui dit de ses souvenirs: à cette époque, je tenais assez bien l'alcool, mais l'architecture me montait à la tête. Les bleus, les pourpres et les rouges, ces couleurs d'anémone qui fleurissaient aux vitraux des cathédrales gothiques, me faisaient tourner la tête. Vous voyez, une sorte de griserie, simplement par des vitraux, mais tout le reste, bien entendu. La France était donc un vieux pays, chargé d'un poids humain en même temps singulier. C'était un musée, mais un musée vivant. Voici ce que dit Anaïs Nin, témoignage que j'utiliserai très souvent, car elle a été très prolixe, son fameux journal, n'est-ce pas, elle donne beaucoup d'enseignements. La France est vieille, dit-elle. Elle a le parfum, la saveur, le bouquet, la patine des choses anciennes. Elle a de l'humanité, ce que New York n'a pas. Et ce passé semblait d'autant plus vivant qu'il ne s'incarnait pas dans les grandes œuvres que tout le monde admirait, que tout le monde révérait. Anaïs Nin donne un exemple. Elle avait une jolie maison près de Paris, à Louveciennes. Et elle dit ceci, elle parle de la serrure du jardin. Il y a un portail sur le jardin, elle parle de la serrure. Même de grandes quantités d'huile ne viendront pas à bout de ces grincements quinteux, car elles tirent un orgueil historique de sa rouille 2 fois centenaire. Même les serrures sont un héritage du passé. Alors évidemment, la France en gardait un charme tout à fait particulier. Il y a un autre point sur lequel certains insistaient, c'était ce qu'ils appelaient le génie français de la toponymie. Citez-moi dans le monde, disait, je crois que c'était Miller ou Fitzgerald, citez-moi une commune qui s'appelle Marne-la-Coquette, ou encore Brive-la-Gaillarde. Citez-moi une rue comme cette rue parisienne près de la Seine qui s'appelle rue J le Cœur, ou le faubourg Poissonnière. Alors ce qu'ils aimaient aussi, alors je sors un peu de Paris, vous me pardonnerez cet excursus, les noms de vins. Évidemment, ces grands buveurs qui étaient les Américains, privés chez eux. Là, c'est Miller qui dit ceci. Il y a 1000 noms aussi caressants, il a parlé des noms de lieux, hein. Il y a 1000 noms aussi caressants par toute la France. Les Français ont du génie pour la toponymie. C'est pourquoi leurs vins portent des noms aussi inoubliables. On a l'impression quand les écrivains
il les savoure. Château Iquem, Vaune Romanée, Châteauneuf du Pape, Gevrey-Chambertin, Nuit Saint-Georges, Vouvray, Meursault. Devant moi, j'ai l'étiquette rescapée d'une bouteille que nous avons vidée hier soir. Alors il transcrit. C'était une Latricière Chambertin, des caves des ducs de Bourgogne, établissement Jobard, Jeune et Bernard, Beaune, Côte d'Or, maison fondée en 1795. Et c'est peut-être le 1795 qui pour lui est le plus important. Alors, en plus de ce passé, la France leur apparaissait délicieuse par son art de vivre. Son art de vivre. Il disait, chez nous, nous avons soi-disant tout ce qu'il faut pour être heureux. Eh bien, jamais nous sommes aussi heureux que les Français. Pourquoi? Quel est cet art de vie français? Eh bien, il parlait souvent de l'hystérie américaine. Et ils opposaient la paix, le calme, la douceur de vivre des Français et des Parisiens. Cette douceur s'incarnait dans une balade en bateau-mouche, sur la Seine, dans la visite rendue à une guinguette, où l'on pouvait déguster des fritures de goujon, la dégustation du vin. Je crois que c'est Dos Passos qui, dans ses souvenirs, parle d'une scène qui l'a frappé. Il passe devant le jardin de Luxembourg et il voit un groupe de vieux messieurs très dignes, barbus, décorés, jouant au croquet. Ce tableau de ces dignes messieurs, n'est-ce pas, notables apparemment, jouant paisiblement au croquet, pour lui, ça incarnait cette douceur des Français. Miller dit ceci, il oppose les dimanches français et les dimanches protestants austères et consacrés au culte divin. Oh, ces dimanches catholiques, comme je les savoure, qu'ils sont secs, pâles et prudes, nos foutus dimanches protestants. Ici, en France, à Paris, on saute de l'église à l'épicerie. Ensuite, on s'arrête un peu au café. Ou bien on s'octroie un paisible roupillon dans le parc. La manière de vivre un dimanche avec des plaisirs qui ne sont pas forcément spirituels, mais qui sont quand même très agréables. Alors, ajoutez les Américains, la France n'était cependant pas fermée au progrès moderne, au progrès technique. Mais les Français avaient compris que le progrès technique ne se confond pas avec la civilisation et avec le bonheur que l'on peut prendre à vivre. Voici ce que dit Gertrude Stein. La raison pour laquelle il nous fut naturel de venir tous vivre à Paris est que la France a des méthodes scientifiques, des machines et l'électricité. Mais elle ne croit pas réellement que ces choses aient un rapport quelconque avec le véritable fait de vivre. Et alors du coup, la plupart de ces écrivains américains paraît l'esprit français, l'esprit parisien de plein de vertus, l'équilibre, le jugement, justement, ce qui est superflu et ce qui est fondamental dans la vie, l'intelligence, le respect de la culture, qu'ils n'avaient pas trouvé chez eux, etc., etc. Et Gertrude Stein conclut, Paris était donc l'endroit qui convenait à ceux d'entre nous qui avaient à créer l'art et la littérature du XXe siècle. C'était assez naturel. Alors, ce qu'ils appréciaient aussi, et les amis de la liberté devraient apprécier aussi cela, c'est qu'ils découvraient à Paris un esprit d'ouverture, un esprit de tolérance qui était étranger à leur patrie. J'aurai l'occasion, et j'ai déjà parlé de leur goût de l'alcool, mais il y a quelque chose qui est tout à fait révélateur, c'est l'homosexualité. Oh, Oresco référence, n'est-ce pas, aux États-Unis. Mais l'homosexualité. Les enquêtes de sociologie montrent toujours que le niveau d'homosexualité dans un groupe, pas un groupe minuscule, dans un groupe important évidemment, le pourcentage homosexuel est de 5 à 7%. Si l'on prend les femmes écrivains, il y en avait beaucoup à Paris, américaines, le taux n'est pas loin de 75%. Pas loin des 3 quarts. Pourquoi? Ben, elle le disait très bien. Parce que chez moi, je ne peux pas vivre comme je le souhaite. Je ne peux pas vivre selon mes goûts. Alors, il y avait
toutes sortes de schémas. Par exemple, Gertrude Stein, dont je vous ai parlé, a eu une compagne qui a été celle de toute sa vie, Alice Toklas. Vous avez vu le film Minuit à Paris de Woody Allen? Vous connaissez le thème, n'est-ce pas? C'est un Américain qui se trouve par magie reporté dans les années 20 et les années 30, tous les soirs à minuit, n'est-ce pas? Et un soir, donc, il rencontre Hemingway, et à qui il confie qu'il est en train d'écrire un roman. Oh, mais alors, je vais t'amener chez Gertrude Stein, chez ma grande amie. C'est un juge formidable. Alors, ils y vont, et puis il y a une femme qui vous la porte, et Hemingway dit: bonsoir Alice, Gertrude est là? Oui, elle est au salon. Et puis on ne voit plus Alice. Comment dire, le spectateur pensera qu'Alice c'est la bonne. Non, c'était la compagne de toute une vie de Gertrude. Et puis il y a un autre schéma, tout à fait opposé, Nathalie Barnet, dont je vous reparlerai sans doute, qui elle a eu, je ne sais pas, 30 ou 40 compagnes dans le courant de sa vie. Elle a commencé avec Liane de Pougy. Vous connaissez Liane de Pougy? La grande demi-mondaine, mais qui était lesbienne, n'est-ce pas? Et puis ça a continué, Colette, la duchesse de Clermont-Tonnerre, enfin des quantités de femmes écrivaines, intellectuelles, etc. Donc voilà, Nathalie Barnet a eu une vie sentimentale très agitée. Et puis on pourrait, par exemple, Djuna Barnes également. Elle est dans le film aussi. Ça montre que le film est bien fait et que Woody Allen ou ses scénaristes ont une sacrée culture. Le héros a rendez-vous avec sa copine, je crois que c'est Place du Tertre. Il y a un bal popu qui est là. Et la copine est en retard. Donc le jeune homme a invité une jeune femme qui était là à danser. Et puis la copine arrive, alors il salue sa cavalière et il rejoint la copine. Et celle-ci lui dit: mais vous savez à qui vous dansiez? Non, je ne la connais pas. C'était Djuna Barnes. Ah, répond-il, je comprends pourquoi elle voulait diriger la danse. Bon, le spectateur non averti, qui ne connaît pas Djuna Barnes, n'est-ce pas? Mais elle est quand même l'auteur d'un roman culte du lesbianisme, n'est-ce pas? Donc, bon, il y a plein d'allusions de ce genre. Cette réputation de Paris et de la France impressionnait particulièrement les Noirs américains. Cette réputation avait commencé de naître pendant la Grande Guerre. Vous savez que les États-Unis étaient entrés dans le conflit en 1917 et qu'ils avaient envoyé des contingents, dont des Noirs. Mais l'armée américaine, très ségrégationniste, on peut même dire raciste, avait prévu de ne pas les mettre au combat. Ils étaient confinés dans des charges de manutention, dans les ports, ou dans des travaux de génie, n'est-ce pas, creuser des tranchées, des choses comme ça. Et l'état-major français, qui avait besoin de combattants, a fait pression sur l'état-major américain pour que ces Noirs fussent intégrés aux troupes combattantes. Les Américains se sont fait tirer l'oreille très longtemps, mais l'insistance des Français a fini par l'emporter. Ils disent: bon d'accord, on va vous les... Mais ils ont donné aux Français, aux officiers français, un mode d'emploi des Noirs, des nègres, comme ils disaient. Ne jamais entretenir de rapport personnel avec eux. Ne jamais leur adresser la parole, sauf pour les questions relatives au service. Surveiller particulièrement les liens qu'ils peuvent nouer avec les femmes, parce qu'ils sont très portés sur la chose. Éviter de leur donner des décorations, parce qu'ils pourraient, comme on dit à Nice, se croire, etc., etc. Or, les officiers français n'ont tenu aucun compte de ces consignes. Ils ont parlé aux soldats noirs, des amitiés ont pu naître. Ce qui a particulièrement scandalisé les Américains, c'est qu'ils leur ont attribué des décorations quand ils estimaient qu'il y avait un acte de bravoure qu'ils le méritaient, n'est-ce pas? Quelques-uns sont repartis avec des poitrines ornées de médailles. Et voilà, les Américains ont été frappés, donc ils l'ont écrit à leurs parents au pays. Certains d'entre eux ont écrit leurs souvenirs. Pour l'image de la France, ça a été très important. Et au lendemain de la guerre, cette image a été encore confirmée par d'autres phénomènes. Alors, je termine sur les soldats. Il y a un épisode qui a beaucoup marqué les Américains parce qu'il a été repris dans toute la presse noire. Il s'agissait d'une unité noire qui avait été cantonnée dans un petit village des Vosges. Et entre les habitants du village et ces Noirs, des rapports très sympathiques se sont noués. On invitait les soldats à la maison, etc. Mais vous savez que
les troupes, on les transporte d'un endroit à un autre. Bon, ce contingent est parti et a été remplacé par un contingent de blancs qui se sont partis montrer très arrogants. Alors le maire du village est allé voir l'état-major américain en disant « Renvoyez-nous les vrais Américains, les Noirs ». Alors ça, les Noirs, évidemment. Alors au lendemain de la guerre, autre épisode, il y a pas mal d'Américains qui sont venus faire la tournée des champs de bataille. Verdun, etc. Et aussi des cimetières, quelquefois. Et puis quand ils avaient terminé leur tournée, de pèlerinage même, ils s'arrêtaient à Paris pour faire un peu la bringue, la noce. Et ils étaient effarés de voir qu'il y avait des Noirs dans les rues, qu'ils montaient dans n'importe quel bus, qu'ils entraient dans n'importe quel restaurant, n'importe quel magasin, n'importe quel cinéma, n'importe quelle pas de ségrégation. Et c'est surtout dans les boîtes de nuit qu'il y a eu des incidents. C'est sans doute l'alcool qui devait un peu déclencher les incidents. Quand ils voyaient un Noir assis à une table voisine, etc., il y a eu des bagarres. Et ces incidents ont été si nombreux que le président du Conseil, c'était le titre du Premier ministre à l'époque, c'était Raymond Poincaré, avec l'autorité d'un ancien président de la République, puisqu'il avait été président de la République de 13 à 20, 1913 1920. Là, il était président. Il avait terminé son mandat, son septennat à 60 ans. La force de l'âge, je vais reprendre une vie politique active. Parce qu'un président de la République, à l'époque, c'était pas une vie politique très active, c'était plutôt végétative. Surtout que lui, en plus, il avait dû s'enquiller Clémenceau, qui ils se détestaient cordialement l'un l'autre, et Clémenceau le tenait à l'écart le plus possible. Donc, Poincaré, informé de ces incidents, est monté à la tribune du Palais Bourbon pour fustiger ces Américains dont les pratiques racistes étaient intolérables. Et le journal quotidien La Croix, qui disait déjà ça, qui pourtant à l'époque n'était pas tellement à gauche, était même plutôt très à droite, a eu cette formule stupéfiante: le citoyen français n'a pas de couleur spécifique. Je trouve la formule admirable. Le citoyen n'a pas de couleur spécifique. Donc, tout cela, ajoutons encore un événement, le prix Goncourt, le plus important des prix littéraires français, 1921, attribué pour la première fois à un homme de couleur, René Maran, pour son roman Batouala. Pour les Américains, le plus prestigieux prix littéraire attribué à un homme de couleur, c'est extravagant. En plus, René Maran était un homme très sympathique. C'était un Antillais, enfin d'origine un peu guyanaise. Et il avait une espèce de salon dans lequel il recevait ses confrères américains et il se débrouillait pour leur retrouver des revues qui publieraient leurs articles ou des éditeurs, etc. C'était un homme très, très agréable, n'est-ce pas? Donc, le lien qui s'est créé avec cet homme nimbé d'un prestige particulier aux yeux des Noirs américains a beaucoup fait pour cela. Puis il y avait toutes sortes d'anecdotes. Une anecdote que alors le succès de Joséphine Baker, et une anecdote qu'elle racontait souvent. Un jour, elle était déjà connue, hein, elle entre dans un restaurant à Paris, le maître d'hôtel lui attribue une table, et à la table voisine, une dame américaine. Elle demande au maître d'hôtel de venir, et elle lui demande à ce maître d'hôtel de faire déguerpir, je cite, cette négresse qui n'aurait jamais dû sortir de sa cuisine. Et le maître d'hôtel lui répond: Madame, si vous êtes dérangée, c'est à vous de partir. Et Joséphine avait trouvé évidemment cet incident tellement révélateur de cet art de vivre qu'elle appréciait à Paris. Alors voici, pour conclure sur ce thème, 3 vers de County Cullen, un de ces écrivains américains. Puissais-je vivre là, à Paris, là c'est Paris, puissais-je vivre là, les derniers jours, tandis que sonneraient à mes oreilles ces riches accents qui, plus que tout autre, m'ont fait éprouver la liberté de vivre comme un homme ordinaire. Je pense aussi à l'écrivain Claude McKay, peut-être le plus doué, en tout cas le plus révolutionnaire des écrivains américains noirs. Il était communiste, un noir communiste américain à cette époque-là, c'était rare. Il était allé à Moscou, où on l'avait fêté, bon, il avait eu un accueil très, très empressé, on l'avait invité partout, etc. Mais comme il était un bon observateur, il avait vu qu'il y avait quand même des contraintes, que les gens qui faisaient des confidences regardaient avant s'il n'y avait pas une oreille qui traînait dans le coin, qui pouvait, etc. Bon. Il avait senti une sorte d'été noir, l'été noir stalinien. Et alors,
Revenu à Paris, il n'a pas du tout douté de l'idée communiste, il a douté de la manière dont les soviétiques l'appliquaient à cette époque-là. Et malgré tout, il comparait ce qu'il avait vécu à Moscou, et dans les villes où on l'avait conduit, et ce qu'il vivait à Paris. Et il trouvait quand même qu'à Paris, c'était beaucoup plus détendu. Les contraintes étaient rares. Il préférait quand même vivre à Paris, même s'il ne renonçait pas à son idéal. Les Américains ajoutaient aussi que à Paris, on trouvait une foule d'artistes. Ceux, notamment, que plusieurs d'entre eux appelaient les trois géants de notre époque. Les trois géants. Alors, premier géant, un Irlandais, Joyce, James Joyce. Et c'est à Paris que son Ulysse avait été publié. Deuxième, Picasso. Et le troisième, Stravinsky, dans le domaine de la musique. Et ceci étant posé, il pouvait goûter à tous les arts, à toutes les manifestations culturelles que Paris. Il découvrait que Paris offrait tous les jours un vernissage d'une exposition, la première d'une pièce, ou alors des pièces du répertoire. Parce que ces Américains reprochaient aussi, c'est un autre reproche très ponctuel, mais enfin, ils reprochaient à Broadway et aux scènes américaines de ne vouloir présenter que des œuvres récentes. Il n'y avait pas la notion de répertoire. Et l'un de ces Américains que je cite tout à l'heure, qui s'appelle Liebling, lui, il se réjouit, il aimait aller écouter le comique troupier Paulin, dont le répertoire datait des années 1890. Et puis il allait écouter, évidemment, les chanteurs à la mode, Maurice Chevalier, Mistinguett. Il allait écouter les pièces de Molière et de Racine et de Corneille à la Comédie Française. Et puis il allait écouter les pièces de Jules Romain ou de Jean Giraudoux au Théâtre des Champs-Élysées. Il aimait le Grand Guignol, vous savez, c'était réputé déjà très dépassé, ces pièces d'épouvante. Un passe Chaptal à Paris, il y avait le théâtre qui s'appelait le Théâtre du Grand Guignol. Il aimait ça, et puis il aimait les pièces romantiques. Il aimait les cloches de Corneville. Je crois que les cloches de Corneville de Planquette, ça datait de 1860 ou 70, quelque chose comme ça. Et puis il allait écouter Nono Nanette, qui avait été créé à Paris, je crois, en 1927. Donc, Paris, il y a le choix extraordinaire de toutes ces œuvres. Et puis, il y avait à Paris, évidemment, des lieux qu'on ne pouvait pas éviter. C'était les grands monuments. Anaïs Nin dit ceci dans son journal. En me rendant à pied de l'Opéra au parc Montsouris, j'ai compris que Paris était construit pour l'éternité et New York seulement pour le présent. Et Henri Miller, cité éternelle Paris, plus éternelle que Rome, plus somptueuse que Ninive, nombril de l'univers, on se traîne vers toi sur les mains et les genoux comme un idiot aveugle et balbutiant. Et comme le disait M. Tiberti, Hemingway, dans ses souvenirs, a tout résumé tout cela dans le titre de son livre « Paris est une fête ». Et après la guerre, il est revenu un jour au Ritz, je crois, et un des membres du personnel dit « Alors cette malle que vous avez laissée avant la guerre, vous la reprenez ?»« Ah, j'ai laissé une malle. »« Oui, oui, oui. » Alors on lui a donné sa malle, et dedans il y avait des tas de manuscrits, et notamment tout le contenu, vous savez, de Paris est une fête. Et Miller, lui, a écrit « Jour tranquille à Clichy ». Enfin, jour tranquille, façon de parler, parce qu'il avait une vie très, très trépidante. Mais ce qui était merveilleux, disait-il, c'est qu'à Paris, il n'y avait pas que les grands monuments. Il y avait les petites rues populaires, les bistrots, avec leur décor très typé, la buée sur la vitre, la sciure par terre, la lampe au bout d'une ficelle, au bout d'un fil électrique, n'est-ce pas, une ampoule directement, un poêle avec un tube très long, coudé, qui rentrait dans le voilà. Et il y a la rue Mouffetard, tous en parlent, pas tous, voilà, presque tous. La rue Mouffetard, vous remontez la rue Mouffetard, là, vous parviennent aux narines l'odeur d'un bon pain français en train de cuire. Moi, je m'en rappelle un de mes collègues américains qui m'a dit un jour « Je suis désolé de rentrer aux États-Unis ». Et je lui ai dit « Mais pourquoi rentrez-vous » Alors, parce que ma femme veut que nos enfants fassent leurs études dans nos universités. Mais moi, j'aimerais rester en France. Je lui ai dit « Pourquoi ?» Il me dit « Il dit voilà, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ici, j'ai une boulangerie en bas de chez moi. Je vais acheter mon pain le matin. Aux États-Unis, je mangerai du pain de mie dans un emballage en plastique. Insipide.
Et oui, déjà, les Américains de l'entre-deux-guerres le disaient. Ailleurs, un peu plus loin, rue Mouffetard, vous aurez l'odeur d'un cassoulet qu'on est en train de préparer dans un restaurant du coin. Et puis rue Mouffetard, alors une scène que beaucoup d'Américains ont rapportée parce qu'elle les a frappés, un troupeau de chèvres guidé par un berger, signalant son passage au son d'un pipeau, et au son du pipeau, les ménagères descendaient avec un récipient et on trayait le lait à leur intention. Cette irruption de la campagne dans la grande ville, ce n'est pas sur les Champs-Élysées évidemment qu'il y avait le troupeau de chèvres, c'était dans le Paris populaire, hein. Mais pour eux c'était quelque chose d'extravagant, d'impensable, mais si beau, si poétique, si vrai, si authentique, etc. Alors je m'avance un peu trop. Oui, alors finalement, tous trouvaient que cette vie avait un prix extraordinaire, et je voudrais, pour terminer cette partie, vous citer une formule très forte quand même de Miller. Il dit que New York appartient à un passé révolu, et il dit « J'aurais pleuré si on m'avait déporté en Amérique. » Nous déporter en Amérique. C'est un Américain qui fait ça, pour montrer l'attachement incroyable qu'il avait noué pour Paris. Il y a un poète, William Carlos Williams, qui était pédiatre dans la banlieue new-yorkaise. Il était un peu critique sur Paris, il n'a pas accepté tout, mais il s'est senti tellement bien. D'abord, le change était très favorable. Avec ses petits gains de pédiatre de quartier, hein, il pouvait s'offrir le Lutetia à Paris. Quand même pas rien. Eh bien, il a été tellement heureux qu'il a pris des renseignements pour savoir si ses diplômes de pédiatre pouvaient être validés en France et s'il pouvait s'installer. Il y a eu une tentation qui lui est passée comme ça. Alors, comment vivait-on? Eh bien, évidemment, ces Américains, leur vie dépendait de leurs revenus. Un Fitzgerald, qui était déjà un écrivain reconnu aux États-Unis, qui recevait des droits d'auteur très très importants pour ses livres et pour les nouvelles aussi. Les nouvelles lui rapportaient beaucoup dans la presse hebdomadaire américaine, avait des moyens considérables. On a les archives de sa femme Zelda. On a les adresses de ses fournisseurs à Paris. Il y avait les plus grands couturiers, modistes, lingères, corsetières, chausseurs. Bah bon. Dans l'entrée de leur appartement, il y avait un plateau avec de l'argent. Et les livreurs, servez-vous. Les livreurs pouvaient prendre le pourboire qu'ils estimaient mériter, tout simplement. Donc, pour les uns, c'était extrêmement large. La maison, la belle maison d'Anaïs Nin, elle avait des tas d'amants et de maîtresses aussi d'ailleurs, elle a même couché avec son père. Si la chose vous intéresse, je n'ai pas le temps d'entrer en détail, mais je peux vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Vous donner des hypothèses, hein, pourquoi cet inceste absolument incroyable. Elle a écrit un livre qui s'appelle d'ailleurs La maison de l'inceste. Mais elle avait quand même un mari qu'elle a toujours aimé. Il était banquier, donc il subvenait bien à ça. Mais après la guerre, quand elle est retournée aux États-Unis, elle s'est remariée sans divorcer de ce jeune homme qu'elle avait épousé quand elle était toute jeune. Donc oui, c'est très singulier la vie d'Anaïs Nin. Alors pourquoi je vous parle donc de sa maison à Louveciennes, et tous ceux qui y allaient, ah, quelle merveilleuse maison, avec les murs mangés de lierre, et la comparaison qui vient à l'esprit, c'était la maison poétique du Grand Maule. Vous avez peut-être lu Alain Fournier, le Grand Maule, sans doute autrefois. Il y a une maison comme ça, un petit peu nimbée, de brume, etc. Bon, mais c'est un peu la maison d'Anaïs Nin. Mais, malgré tout, ceux qui avaient de l'argent étaient une minorité. La majorité vivait chichement. Alors, il fallait travailler. Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les petits boulots, n'est-ce pas? Par exemple, Mackay a été valet de chambre. Il est venu à Nice à un moment donné. Il a été embauché par Rex Ingram. Je ne sais pas si vous avez quelque chose, Rex Ingram. Il était un grand metteur en scène qui avait fui Hollywood et qui avait repris la Victorine. Et Rex Ingram lui a donné un boulot assez sympa d'ailleurs, lire des romans pour voir si tel ou tel pouvait fournir un scénario qu'on adapterait au cinéma. Donc il a fait ça pendant quelque temps. Après, retourné à Paris, je parle toujours de Claude Mackay, il a trouvé un travail de modèle. Il avait un corps assez beau, modèle
dans un atelier de sculpture où il posait nu, mais un atelier non chauffé, de telle sorte qu'il a attrapé une bronchopneumonie et qu'il a failli en mourir. C'est Sinclair Lewis qui l'a découvert. Il était très généreux, Lewis. Hein, il a découvert Claude Mackay presque inarticulo mortis, n'est-ce pas, dans une chambre d'hôtel minable. Alors Sinclair de Lewis a fait des chèques, il a demandé aux copains bon, on lui a sauvé la vie quand même. Hein. Voilà. Il y avait ceux qui ne travaillaient pas, qui préféraient emprunter. Emprunter avec des délais de remboursement indéfinis, on va dire. Miller, pendant très longtemps, a tapé sa femme, June, sa première, qui était restée aux États-Unis. June qui gagnait son argent en rencontrant des messieurs fortunés, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, lui, ça ne le gênait pas que June lui envoyât un pourcentage de ce qu'elle avait gagné à la sueur de son front, si j'ose dire. Donc, il avait trouvé un autre système aussi. Il était très sociable, Miller. Il avait beaucoup d'amis. Alors, il avait sélectionné les 14 amis dont la femme faisait la meilleure cuisine. Et par rotation, il s'invitait chez chacun d'entre eux pendant 15 jours. Il remerciait en débarrassant la table, ou en faisant la vaisselle, ou en proposant de promener les enfants. Mais sa grande chance, évidemment, a été de rencontrer Anaïs Nin, qui, avec les moyens qu'elle avait, lui a d'abord donné une machine à écrire, lui a donné des billets pour venir la voir à Louveciennes, et puis finalement, il a trouvé une maison très sympa, pas à Clichy, évidemment, dans un endroit, une cité d'artistes où il a pu travailler vraiment. C'est grâce vraiment à ce mécénat, moyennant évidemment échange sexuel. Mais il n'était pas beau, hein, mais il paraît, disait Anaïs, qu'il avait des talents, que son physique ne rendait pas évident. Donc ça a été vraiment sa chance, parce qu'elle l'a entretenu jusqu'au bout. Et elle a même subventionné la parution du Tropique du cancer. Vraiment, ça a été une liaison très belle. Je vous dis, elle en a eu beaucoup, évidemment. Antonin Artaud aussi a été l'amant d'Anaïs Nin, ou un autre dont le nom m'échappe. Elle était très fière parce qu'il était homosexuel et elle l'avait séduit. Ou alors, encore mieux, le pouvoir de séduction d'Anaïs Nin. Dans sa vie, elle a subi 2 psychanalyses. Dans les 2 cas, elle est devenue la maîtresse de l'analyste. Et vous savez qu'en psychanalyse, il y a un principe fondamental, c'est que l'analyste ne doit pas s'impliquer dans la vie du patient ou de la patiente. Alors là, il ne pas s'impliquer. Mais malgré tout, la vie était souvent précaire. Ils ont souvent décrit les hôtels, souvent hôtels de passe, dans lesquels ils passaient leur nuit. Les odeurs plus ou moins nauséabondes, les escaliers très hauts sans ascenseur, les tapisseries tachées, tout le côté sordide de la chose. Ezra Pound, le poète, lui avait quand même trouvé les moyens de louer un petit appartement. Il avait quoi se payer le loyer, mais l'appartement était vide, il n'avait pas les moyens d'acheter des meubles. Alors il avait procuré des caisses d'emballage. À l'époque, vous savez, on faisait les déménagements dans des caisses en bois. Donc une grande caisse retournée, ça fait une table. 4 petites caisses retournées, ça fait des poufs, des tabourets, autour, etc. Et puis il y avait quelques planches qu'il avait pu se procurer aussi. Il a fait des étagères. Voilà. Comment on se débrouillait. En tout cas, il y avait une vie de relations très intense. D'abord les cafés, qui tenaient un peu le rôle des salons de jadis. Alors, beaucoup de cafés de Montparnasse, qui était un des quartiers américains. Alors le Dôme, la Rotonde, le Sélec, les Deux Magots, le Jockey. Et Hemingway, lui, la closerie des Lilas. Il appréciait particulièrement le jardin ombragé à la belle saison. Également les établissements noirs, comme le fameux bal nègre de la rue Blomet, ou encore à Pigalle, le Brick Tops. Alors, parce qu'il était tenu par une noire américaine, Ada Smith, qui s'était fait teindre les cheveux en rouge, d'où le nom de l'établissement, Brick Tops. Et elle était extrêmement sympathique. Quand elle connaissait le client, elle lui offrait le premier verre, et puis il savait que les tournées allaient se succéder. Elle dansait, elle chantait, et puis elle avait bon goût parce qu'elle a fait venir Duke Ellington dans son établissement, Sidney Bechet, évidemment Joséphine, puisqu'elle était à Paris, etc.
il y avait également les spectacles parisiens, je vous en ai déjà dit un mot tout à l'heure, et particulièrement les ballets. Les ballets. Dos Passos était fou des ballets russes de Diaghilev. Et dans ses mémoires, il dit ceci: nous étions tous fous des ballets russes de Diaghilev. Le ballet faisait pour notre ère, notre époque, ce que la tragédie avait fait pour les Grecs. Le Sacre du printemps nous semblait être l'apogée de l'art théâtral. Et puis, il y avait des rencontres aussi, entre eux. La première rencontre, Hemingway, Fitzgerald, a laissé un souvenir. Pourtant, Hemingway n'était pas bégueule, hein. Mais quand Fitzgerald lui a dit « Est-ce que tu avais couché avec ta femme avant le mariage ?» Hemingway, il est toujours resté... Il faut dire que Fitzgerald était un grand ivrogne. Alors quand il lui a posé cette question, avait-il toute sa lucidité ou non? Mais enfin, bon, il a toujours été très mitigé. En revanche, Hemingway et Dos Passos, alors là, sympa, on allait ensemble au Veldiv, encourager les coureurs, etc., etc. Et puis, il y avait les salons. Les salons, le plus connu, enfin, les deux plus connus étaient ceux de Nathalie Barnet, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nathalie Barnet, donc, tenait un salon très guindé, en regard de la vie très agitée, sentimentale qu'elle menait. Il faut dire qu'il était fréquenté par des gens de l'Académie française, par Édouard Herriot, par Louis Barthou, par Rodin, par tous les intellectuels, les hommes politiques de l'époque venaient chez... Et les lesbiennes étaient priées de s'habiller comme des femmes. Parce qu'à l'époque, les lesbiennes avaient souvent le costume noir, masculin, chemise blanche, cravate et chaussures plates. Là, on leur demandait de mettre une robe et de se comporter de manière féminine, et on servait des petits gâteaux et du thé. Et puis, quand les invités étaient partis, plusieurs fois par semaine, il y avait à côté, on peut le voir encore d'ailleurs aujourd'hui, dans le jardin, qui jouxtait sa résidence, un petit temple néoclassique à 4 colonnes. Et alors là, elle donnait des fêtes lesbiennes. Colette venait en danseuse nue. Voilà, là, ça tournait un peu à l'orgie, si vous voulez. Donc, le salon de Nathalie Barnet, où on parlait de questions littéraires. Mais peut-être plus important pour la novation, le salon de Gertrude Stein. Alors, Gertrude Stein, c'était quelqu'un extrêmement autoritaire, qui supportait mal la contradiction, qui voulait imposer ses vues, ses goûts littéraires à tout le monde, qui voulait donner des conseils. Alors, Hemingway a toujours dit, moi j'ai toujours été très reconnaissant des conseils d'écriture qu'elle m'a prodigués. Fitzgerald, un peu moins. Et Zelda, alors pas du tout, parce que oui, quand un couple arrivait, Gertrude accaparait l'écrivain, et sa femme était confinée avec Alistoclas au bout du salon, où on parlait confiture, recettes de cuisine, etc. Mais certains venaient quand même la voir, parce que chez elle, il y avait 136 ou 137, je ne sais plus, enfin, un peu plus de 130 tableaux, dont une vingtaine étaient signés Picasso, le reste était Braque, Matisse, Cézanne, etc. Bon, un musée privé. Et donc, certains disaient, non, Maquet n'a jamais voulu, hein, lui il a dit, moi, mes déesses, je les choisis, parce qu'elle voulait qu'on l'admire. Et elle avait des idées littéraires, je pourrais vous en dire un mot tout à l'heure si ça vous intéresse. Elle a voulu imposer une écriture cubiste. Pas besoin d'aller dans un musée pour savoir ce qu'était l'art pictural cubiste, qu'à regarder les murs de sa maison, évidemment. Et donc, elle a voulu inventer un style d'écriture cubiste dont je vous parlerai si ça vous intéresse. Il y avait également un autre endroit où l'on allait beaucoup, c'était une librairie, et elle est sur la couverture de mon livre. Shakespeare & Company, 12 rue de l'Odéon, tenue par Sylvia Beach. Elle aussi avait une amie française, alors, Adrienne Monnier, qui avait la librairie française en face de l'autre côté de la rue. Et il y a Hemingway à côté d'elle. Sylvia Beach avait une librairie, qui était une librairie circulante, et on y venait, les gens de l'Académie française y venaient, Paul Valéry venait le jeudi en sortant de l'Académie, etc. C'était aussi une poste restante. Un jeune Américain qui partait pour Paris, qui ne savait pas où il habiterait, ben, écrivez-moi, Shakespeare & Company, 12 rue de l'Odéon. Hemingway lui avait une adresse, mais il n'aimait pas la donner, donc il passait chaque semaine relever son courrier. Je me tourne de M. Tiberti.
De combien de temps disposais-je, s'il vous plaît? On a le temps. Combien? Alors, je vais accélérer singulièrement. Je ne vous parlerai pas des problèmes de gestion de Shakespeare & Company. Je vous parlerai à peine des femmes. C'était la journée de la femme il y a 2 jours, je crois. Bon, alors, j'en parle un peu. Ces écrivains américains reprochaient à leurs compatriotes femmes d'être des enfants gâtés, exigeantes et autoritaires. Et ils trouvaient que la française était beaucoup plus agréable, peut-être se laisser dominer plus que, je ne sais pas, enfin, donc ils trouvaient charmant. Et alors, Miller, lui, disait, il y a une catégorie de françaises vraiment bien nommées, les filles de joie. Et il ajoutait, que d'heures merveilleuses j'ai passées en compagnie des putains. L'alcool, je vous en ai déjà parlé, la politique. Alors, ces écrivains, pour la grande majorité d'entre eux, sont restés neutres. Un jour, Miller, à l'époque du Front populaire, s'est trouvé pris dans une manif du Front populaire. Il a eu une trouille de tous les diables. Il a eu du mal à en sortir d'ailleurs parce que la foule, vous savez. Voilà. Et une fois arrivé chez lui, il a écrit qu'il soit bien clair que je n'ai aucune opinion. Je suis neutre, neutre, neutre. Hemingway, quand il est arrivé à Paris, il est venu comme journaliste d'un journal de Toronto. Et l'un de ses premiers articles a été « Ces foutus Européens, un jour ou l'autre, il est arrivé au début des années 20, vont se lancer dans une guerre. En Europe, c'est inévitable. Qu'il soit bien entendu que ça ne nous regarde pas, nous, Américains. Ne pas nous engager là-dedans. Nous devons rester neutres. » Donc, neutralité. Malgré tout, quelques-uns arrivaient avec des idées de gauche. 2 sont avec des idées de gauche. Mackay, dont je vous ai parlé, et Dos Passos. À la fin de sa vie, il a changé, mais au début, il est encore un écrivain progressiste quand il est arrivé à Paris. Il y avait une femme écrivaine américaine, Mary Jane Gold, qui disait en France, il y a 3 passages obligés. La cuisine française, les femmes et la politique. Donc quelques-uns se politisaient un petit peu. Et le meilleur exemple peut-être, ça a été Anaïs Nin. C'est-à-dire qu'elle avait un amant, dont elle parle beaucoup dans ses souvenirs, elle l'appelle Rango. Son vrai nom j'ai oublié, mais c'est toujours Rango dans ses romans aussi. Un guatémaltèque très foncé de peau parce qu'il était indien, avec des yeux charbonneux et des cheveux noirs hirsutes, mais très beau, et communiste très engagé. Mais elle trouvait qu'il était un peu primaire parce que il s'était révolté à l'idée qu'un de ses copains de sa cellule avait été chargé d'une mission par le parti. Il avait préféré sa femme et son fils qui étaient malades. Et il avait dit à Anaïs, la révolution planétaire dépend de ce que nous faisons. Et lui, il soigne sa femme et son fils. Quel renoncement à un engagement important. Et puis, quelque temps après, le parti lui a demandé d'exécuter, de trucider un traître. Et alors là, il a fait une sorte de dépression nerveuse, il a renoncé à la tâche. Donc, Anaïs a trouvé que l'exemple d'engagement que lui donnait Rango, qu'elle voyait tout le temps, n'était pas tout à fait probant. Mais quand même, le communisme l'a séduite. Et elle est allée à des meetings. Et elle a été très impressionnée en particulier par Pablo Neruda, on parle de son époque de la guerre d'Espagne, par Dolores Ibarruri, plus connue sous le nom de la Passionaria, et par André Malraux. Oh, cette élocution asthmatique, n'est-ce pas? Cette voix, cet engagement, cette emphase, mais qu'est-ce qu'il est prenant, etc. Alors finalement, elle a résolu la question. Bon, je ne vais pas adhérer au Parti communiste, mais je vais faire des collectes pour les républicains espagnols. Donc elle a tourné le problème idéologique en s'engageant dans l'action concrète. Alors je vais terminer par un dernier point qui me paraît important, c'est que ce séjour à Paris a été pour ces Américains une espèce d'affirmation identitaire. Pour eux, Paris a été une source d'inspiration. D'abord, simplement se promener dans Paris, voir, observer, enregistrer tout ce que l'on pouvait rencontrer. Il disait, à Paris, l'atmosphère est saturée de création. Alors, Miller disait, moi, à Paris, je suis comme Van Gogh à Arles, ou comme Gauguin à Tahiti.
j'ai trouvé l'aboutissement, j'ai trouvé le lieu qui m'inspire, qui me permet d'affiner mon art. Et il était une sorte le nez en l'air dans les rues, pour tout enregistrer. Hemingway, même chose. Il a toujours dit d'ailleurs, c'est à Paris que j'ai appris à écrire. Pas seulement avec les conseils de Gertrude Stein, mais... Alors, sa technique, c'était de se promener aussi, alors que Bill apprenait des notes. Lui, Hemingway, se laissait imprégner par ce qu'il voyait, par ce qu'il sentait, par ce qu'il ressentait. Et puis les musées. Alors il dit, Cézanne, quel professeur pour moi. Dans les tableaux de Cézanne, j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière la toile que Cézanne n'a pas peint, mais qui est signifié par la toile. Eh bien moi, je veux faire la même chose avec l'écriture. Je veux que le lecteur comprenne que derrière les mots, il y a un message implicite que je veux donner. Mais au-delà de cette inspiration, n'est-ce pas, qu'il y avait, ils approfondissaient encore cette expérience parisienne en devenant ce que Mackay disait des étudiants à l'école de la vie. Alors les uns se détachaient de la culture américaine complètement. C'est le cas d'Henri Miller. Il dit ceci: je ne deviendrai jamais un Européen, mais Dieu merci, je ne suis plus un Américain. Donc, ils acquéraient une espèce d'autonomie spirituelle, intellectuelle, artistique. Ils apprenaient à être eux-mêmes, à créer par eux-mêmes, à travers toutes les expériences qu'ils enregistraient. Anaïs Nin, elle, ça a été une véritable ascèse. Elle dit ceci dans c'est dans son journal. C'est plus tard, ici à Paris, que les poètes m'ont enseigné, dans ma jeunesse, j'aimais la vie, j'aimais la modernité, j'aimais la vitesse, j'aimais l'énergie. Et alors elle ajoute, c'est plus tard, ici à Paris, que les poètes m'ont enseigné à mépriser la vie, m'ont persuadé qu'il est plus romantique d'être désespéré, plus noble de se révolter et de mourir que de se résigner à vivre comme tout le monde dans la médiocrité du quotidien. D'autres intellectuels américains, au contraire, étaient moins réceptifs à la culture française. Certains même y trouvaient une espèce de repoussoir. Et finalement, c'est un peu, vous savez, comme quand on regarde un tableau impressionniste ou, a fortiori, un tableau pointilliste à la Signac, quand vous êtes là, le nez dessus, vous ne voyez rien. Mais quand vous prenez du recul, vous voyez mieux. Eh bien, eux, c'est comme s'ils comprenaient mieux l'Amérique à des kilomètres de distance. Ils comprenaient ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient enregistré, en comparaison avec ce que le milieu parisien, le milieu français, leur proposait. Donc, certains, même Anaïs Nin, qui a tellement aimé la France, qui a tellement aimé cette liberté que Paris lui avait offerte, a quelquefois dénoncé l'odeur de moisi du passé. C'est une citation qu'elle fait. Comparé à cette vitalité du Nouveau Monde, nos villes modernes, ces voitures qui roulent vite, ces grands espaces, ces chevaux qui galopent, les Mustangs, etc. Oui, donc, voilà, tout ça. Et un héros de Miller, il a une copine, c'est un héros, c'est un vrai, parce qu'il y a toujours des romans à clé chez Miller, c'est dans le Tropique du Cancer. Il a une copine française qui lui dit, tu sais, il faudrait qu'on fasse des économies. Il faudrait que tu me donnes tes chemises, je vais les repriser. Je vais refaire tourner les cols. À l'époque, on tournait les cols des chemises. Alors, il trouve ça... il se révolte. Je ne veux pas être raisonnable, ni logique, j'ai horreur de ça. Je veux tout faire sauter, je veux m'amuser, je veux faire quelque chose. Je ne veux pas rester assis dans un café à bavarder toute la journée. Merde, nous avons nos défauts, nous, Américains. Mais nous avons de l'enthousiasme. Il vaut mieux faire des bêtises que de ne rien faire. J'aimerais mieux être vagabond aux États-Unis que d'être ici, tranquille. Alors, les Noirs, c'est par eux que je termine. Je suis sur le point de terminer. La majorité d'entre eux se sont très bien accommodés de la vie parisienne. Être enfin quelqu'un comme les autres. Ne pas être marginalisé. Noir peut-être, mais homme d'abord. Écrivain d'abord. Écrivain noir, mais écrivain d'abord. Américain sans doute, américain noir, mais américain d'abord. Donc, pouvoir vivre sans sentir tout le temps
un regard sur leur singularité de peau et de toutes les conséquences que les Américains, partisans de la ségrégation, attachaient à cela. Donc beaucoup sont repartis, sont revenus en France et ont joui de cette vie française. Mais une petite minorité, dont le meilleur représentant était Mackay, ont été plus rétifs, plus réticents. Bien sûr, disait Mackay, je suis plus heureux à Paris qu'à Moscou. Mais, ici, bien sûr, nous retrouvons les racines authentiques de la culture occidentale, pervertie par les Américains. Seulement, cette culture française, elle se proclame universelle, avec une bonne conscience totale. C'est une, comment dit-il, une culture conçue par des Blancs pour des Blancs. Elle est exaspérante, cette culture française, à force de proclamer son universalité et sa bonne conscience, en disant qu'elle est applicable partout, au fin fond de l'Afrique, au fin fond du monde arabe, etc. N'est-ce pas? Il y a des principes universels. Non, quand même pas. Il ne faut pas trop pousser quand même. Et alors, il demandait à ses frères de couleur de suivre une voie personnelle dans cette civilisation de blancs, exister en tant que noirs dans un monde blanc, sans s'encombrer la conscience de cette putain exténuée qu'est la moralité blanche. Et finalement, il a cherché des racines en Afrique, et en même temps que Senghor et que Césaire, il a redécouvert, ou il a découvert plutôt, la négritude. Et je conclus sur une phrase qu'il donne, avant ma conclusion générale: je ne veux pas être américain à 100%, pas plus que je ne veux être un ami professionnel de la France. En littérature, je veux être moi-même. Et je conclus cette fois-ci complètement. C'était une expérience, évidemment, extrêmement formatrice qu'avaient accompli ces intellectuels américains, ces écrivains américains, en venant à Paris. De leur propre aveu, ils l'ont dit, ils l'ont écrit, ils l'ont répété, ils avaient quitté une routine pour l'aventure qu'ils avaient découverte en France. Ils avaient quitté le matérialisme pour découvrir l'humanité, le sectarisme pour découvrir la tolérance, l'intransigeance pour la liberté, l'artifice pour la grâce et pour l'authenticité. Même ceux qui éprouvaient une gêne matérielle, même ceux qui n'avaient pas à joindre les deux bouts, comme on dit, disaient que c'était finalement le prix à payer pour cette liberté, pour cette jouissance qu'offrait Paris, pour cette vie de relation qu'on trouvait ici. De sorte que ils sortaient de leur séjour parisien profondément transformés. Les idées se nuançaient, l'inspiration s'élargissait, ils gagnaient en autonomie intellectuelle et spirituelle, en esprit critique, que cet esprit critique fût dirigé contre l'Amérique ou contre la France. Après tout, l'esprit critique, même on peut le retourner contre soi-même. De la sorte, ils gagnaient plus de liberté, une plus grande conscience de leur identité, ils devenaient de vrais intellectuels, et je terminerai en disant que cette génération perdue s'était retrouvée à Paris. Merci. Eh bien, merci pour cet exposé plein de verve, qui, je crois, vous a procuré autant de plaisir qu'il nous en a donné, parce que il y a vraiment, comment dirais-je, un sujet qui vous a vraiment beaucoup plu. Merci pour les anecdotes aussi qui ne figurent pas forcément dans le livre, et livre que je vous engage à lire d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un tas de choses que Ralph Shaw n'a pas dit et qui complètent aisément son exposé. C'est très vivant, et il y a aussi environ 80 biographies, 88, j'ai bien compté, biographies d'écrivaines, d'éditeurs, de journalistes, enfin, d'Américains et d'Américaines qui sont venus participer à cette fête, hein, fête qui n'était pas seulement, comme je l'ai dit, une fête gaillarde, mais aussi une fête intellectuelle, parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions. Hein. Et même si Hemingway réfléchissait et buvait en même temps, mais après il écrivait.
hein, et il a laissé quand même une œuvre. Alors maintenant, si vous avez et je pense que vous avez des questions, nous sommes, enfin, Ralph Fischer est là pour y répondre. Oui, bonsoir, merci pour cet exposé magnifique. Non, je voulais simplement signaler qu'actuellement à Paris, au musée du Luxembourg, il y a une exposition très intéressante qui s'appelle Pionnière, sur les artistes entre 1920 et 1939, c'est-à-dire la période que vous avez traitée. Et je crois que, si ma mémoire est bonne, il y a la même photo de cette fameuse librairie, c'est Sylvia Beach, hein, c'est la libraire. Et il y a de nombreux documents justement sur la lutte des femmes pour que leur homosexualité soit reconnue. Et c'est vrai que dans les années 20, ça a été un courant à la fois littéraire et sociétal, on va dire aujourd'hui, qui était très important. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est, on a l'impression, alors je n'ai pas lu votre livre, hein, mais on a l'impression que ces écrivains américains vivaient beaucoup entre eux. Est-ce qu'il y a eu quand même des relations avec d'autres écrivains, notamment des écrivains français de l'époque, bien sûr? Oui, il y a eu des écrivains, des relations avec des écrivains français, pardon, et je vous donnerai un exemple. Fitzgerald, qui parlait très mal le français. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il a eu beaucoup de querelles, parce qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Donc il se querellait avec les commerçants, il croyait toujours qu'on le volait, avec les médecins, il croyait qu'il y avait... Il s'était entiché d'André Chanson, vous connaissez cet écrivain, qui était un grand écrivain de l'époque, Académie française plus tard, et il l'a tellement apprécié qu'il a demandé à son éditeur américain de faire traduire un roman d'André Chanson qui est paru aux États-Unis grâce à l'appui. Comment ça s'appelle? Hemingway, lui, aimait beaucoup Joseph Delteil. Donc ils ont été en relation, ils ont connu aussi les dadaïstes, Tristan Tzara. Alors, certains ont été influencés. Ezra Pound, par exemple, a été très influencé par Dada, dont il aimait, des Français, bon, il y avait des Français aussi, hein, bien sûr, le pouvoir de subversion du mouvement dadaïste. Dos Passos, beaucoup moins. Il consacre un paragraphe, il montre les manifestations Dada, et il conclut par cette phrase, c'était une fameuse troupe de dingue. Mais donc, il y a eu des contacts. Mais évidemment, le premier réflexe, c'est de trouver des compatriotes. Parce qu'il y a un réflexe de solidarité, on demande des conseils au début, etc. Et puis peu à peu, il s'ouvrait sur l'extérieur. Miller, par exemple, lui, il adorait fréquenter le petit peuple. Même les clochards, les pochards, il y a des tableaux, vous savez, le pochard qui sort du bistrot en titubant, en chantant, ou des chansons plus ou moins convenables. Bon, c'est une figure importante. Il aimait les chiffonniers. Anaïs Nin est allé sur la zone, vous savez la zone, c'était les anciens remparts de Paris, quand ils avaient été détruits, il était resté une zone inhabitée, non construite, et là il y avait des bidonvilles, ou des roulottes de gitans, mais surtout des bidonvilles, et il est allé là avec Miller pour voir, c'était épouvantable la misère qu'il y avait là. Avec Anaïs Nin aussi, avec Miller, a beaucoup fréquenté, alors c'est pas les maisons closes. Et il y a des descriptions très détaillées. D'ailleurs, c'est intéressant de lire son journal et de lire ses romans érotiques, parce qu'elle a écrit beaucoup de romans érotiques, et on voit dans les romans érotiques des observations qu'elle a enregistrées le lendemain peut-être de sa visite, voilà, la transposition. Donc, c'est un peu une vision de journaliste qu'elle fait. Mais bon, elle n'allait pas seulement dans la maison close pour regarder, elle y allait aussi pour faire. Et donc les descriptions sont très crues. Donc il y a eu des contacts aussi avec les Français, mais ce n'était pas au début. Il fallait évidemment s'acclimater peu à peu, et chacun cherchait, n'est-ce pas, des relations. Mais elles n'étaient pas forcément... Il y avait une grande romancière américaine de la génération précédente, Edith Wharton, grande romancière. Et un jour, elle a entendu parler du nommé Fitzgerald, Scott Fitzgerald, elle l'a invité. Et il ne se tenait pas très bien dans le monde. Il a été intimidé, il a fait d'autres plaisanteries assez grivoises. Et vous savez, Edith Wharton, elle recevait des cardinaux, des académiciens, des dames du Faubourg Saint-Germain.
la prestation, si j'ose dire, de Fitzgerald a fait un effet désastreux. Ça a été une réception complètement ratée. Donc vous voyez, même entre eux, et tout à l'heure je vous ai dit, entre Fitzgerald et Hemingway, ça n'a jamais été le grand amour. Il est vrai que Fitzgerald était... Surtout à propos de la guerre d'Espagne, d'ailleurs. Alors oui, là aussi, c'est pareil aussi là-dessus. Mais Fitzgerald aussi était très désarçonnant. Quand il avait bu, il ne redoutait pas les excès. Alors par exemple, on va faire croire aux garçons du Ritz que le général Pershing vient d'arriver. C'était l'ancien commandant en chef des armées américaines. Et on va monter un piège à garçons. Alors dans un couloir du restaurant, de l'hôtel, ils montaient un échafaudage de chaises, de tables, etc. Et puis, le général Pershing, on vient d'apprendre, il va arriver dans une demi-heure. Les garçons couraient, se heurtaient, ces trucs-là, voilà. Ou alors, chez nous, il sort du casino de Jean Lépin, complètement en paf, et il part en voiture avec Zelda, avec sa femme, vous savez, qui était un peu déséquilibrée, d'ailleurs, elle a fini dans une maison de... Je n'ai pas le temps de développer. Et il se dit, idée d'ivrogne, est-ce que l'écartement des roues de notre voiture correspond à l'écartement des rails du train? Et alors il se dirige vers Bar-sur-Loup. Vous savez, il y avait ce train dont la voie n'existe plus aujourd'hui. Ça a été la ligne de Mérargues. La ligne de Mérargues, c'était exactement du train d'Épine. Et ils se mettent dessus, et puis ils voient qu'effectivement, il pouvait rouler. Et puis ivrogne, ils s'endorment. Heureusement qu'il n'y avait pas de convoi la nuit sur cette voie, et qu'ils étaient au bout d'une longue ligne droite. Au petit matin, le premier conducteur de train a vu cette voiture arrêtée, bon, il a pu freiner, les réveiller, voilà, vous voyez, des tas de choses. Il était invité chez Murphy, son grand ami Murphy. Il y avait la princesse de Carabanchimay qui était là. Elle avait une poitrine assez généreuse et un décolleté. Avec je ne sais pas qui, il fait un pari. Qu'est-ce que tu paries que je lui envoie une tomate cerise, vous savez, c'est comme ça qu'on les appelle, les petites tomates comme ça. Qu'est-ce que tu paries que je lui envoie dans le décolleté? Et alors, la princesse n'a pas du tout apprécié la chose. Ses hôtes avaient une collection précieuse de verres filés de Venise. Dans une crise d'éthylisme, il a tout balancé. Ou alors, très mauvais goût, dans une boîte de nuit parisienne, une vieille dame qui vend des cigarettes, vous savez, dans une corbeille comme ça, dans le bistrot, et des allumettes. Et il arrive, il faut qu'un grand coup de pied dans la corbeille, et cette pauvre femme à quatre pattes de ramasser ça. Dos Passos est consterné quand il raconte cette anecdote en disant vraiment c'était désastreux d'être un ivrogne. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il y avait quelque chose qui était très à la mode à l'époque, et Joyce, d'ailleurs, Joyce, il y a participé avec quelques Américains, aller dans un établissement quelconque, demander la carte des alcools, et puis commander tous les alcools présents sur la carte, dans l'ordre de représentation, jusqu'au dernier, et puis rentrer chez soi, si possible, vous imaginez dans quel état ça pouvait être. Donc, il y avait cette jouissance de la vie parisienne. Bon, il y a peut-être d'autres questions, je réponds, je m'écarte. Alors, personnellement, j'ai une question aussi. Est-ce que les rapports entre les écrivains américains blancs et leurs homologues noirs se sont décrispés? Non. Non, très peu. Ils ne se connaissaient pas aux États-Unis, ils ne se sont guère connus en France. Fitzgerald, lui, en plus, il avait épousé une fille du Sud. Hein. Et donc, il n'était pas pas de sympathie pour les Noirs. Et souvent, d'ailleurs, dans les cabarets, il a fait le coup de poing contre des musiciens de jazz noirs. Il y en avait beaucoup à l'époque. Et donc, ça les exaspérait de voir ces... Non, non. Pas qu'ils ne sont pas croisés de temps en temps, mais il n'y a rien vraiment qui a marqué. Chacun restait dans sa communauté de couleurs, véritablement, sauf accident. Oui, la ségrégation continuait donc à oui. Paris. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais le problème, c'est que vous avez fait vraiment le tour complet, hein, en épuisant les questions. Alors, en tout cas, hein, ce livre est disponible dans toutes les bonnes librairies niçoises, Dieu sait qu'il n'en manque pas, et allez, je vais faire un peu d'érudition, taper un peu la frime. C'est Georges Bataille qui disait, je dis ça à mes élèves, ils n'arrivaient pas à me croire, vous, j'espère que vous allez me croire, on peut prendre du plaisir à lire. En tout cas, on prend du plaisir à écrire. Et l'éditeur, comme ce livre a bien marché, m'a tarabusté, c'est Perrin. Tarabusté pour que je
J'étais en train de le signer au Festival du livre d'histoire de Villeneuve-Loubet. Ah oui. Le maire est un de mes anciens étudiants, et prof d'histoire, et donc il organise un petit livre. Alors, il y avait deux livres publiés chez cet éditeur. Alors il me dit, alors, jamais 203. Alors je dis, écoutez, à mon âge, écrire un livre, ce n'est pas un enjeu de carrière. C'est répondre au plaisir de l'écriture. Donc je veux bien continuer, mais pas tout de suite. Un contrat, mais qui me demande de livrer ma marchandise en 23 ou 24. Donc j'ai signé quand même. Ah, Mais donc, mais pas à échéance trop proche. Tant mieux. Ça nous donnera l'occasion de... Oui. Vous avez parlé d'une écriture cubiste. D'une écriture cubiste. Ah, cubiste, oui. Est-ce que vous pourriez nous donner, et vous nous avez dit que vous pourriez nous donner... Oui, quelques éléments quand même, voilà, parce que c'est très compliqué. Hein. Donc, alors, comme je vous dis, elle regardait son musée personnel. Et puis après, elle publiait le résultat. Il faut dire que l'écriture cubiste, c'est pas très drôle. Hein. Aucun éditeur n'en a voulu. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu un Picasso. Avec le produit de la vente, elle a créé une maison d'édition qui publiait uniquement ses œuvres à elle. Cubiste. C'est vraiment un manière de... alors, dans la peinture cubiste, vous savez que l'un des principes, c'est de décomposer l'objet sous différentes faces. Donc elle voulait décomposer la parole sous ses diverses incarnations. Quand on parle comme ça, on dit quelque chose, et puis on répète un peu avec une forme différente, et puis on rajoute encore un détail, on rajoute un adverbe. Elle prenait l'exemple de la grenouille. Elle dit, la grenouille, elle saute. Quand on parle de la grenouille, on dirait elle se déplace par saut. Oui, mais elle ne saute jamais toujours à la même hauteur, et la longueur peut être différente aussi. Donc, son écriture cubiste, c'est une espèce de litanie auquel les lecteurs bienveillants trouvaient un certain charme au début et un profond ennui après. Vous savez, moi je me rappelle quand j'étais petit, après la messe, Saint machin priez pour nous, Saint truc priez pour nous, Aura pro nobis, etc. Bon, vous connaissez les litanies des saints. Hein. C'est un peu ça, l'écriture cubiste. Et de temps en temps, une petite variation, comme ça. Il y a d'autres principes quand même. Mais ça a été apprécié par des poètes, comme Ezra Pound. Son vers le plus connu, c'est Rose is a rose, is a rose, is a rose. Parce que rose peut être à la fois le sujet et le complément. Le sujet et l'épithète. Rose is a rose, is a rose. Rose, je sais pas, is a rose. Donc à l'infini, vous voyez, cette répétition. Voilà le vers qu'il a rendu immortel dans la littérature cubiste. Voilà. Donc c'est très singulier. Certains ont dit que c'était une trouvaille extraordinaire, mais ça nécessitait peut-être encore une mise au point. Est-ce qu'il y a encore des questions? Une anecdote sur Anaïs Nin et son père. Voilà. J'ai bien entendu la relation. Anaïs Nin et son père. Oui. Alors, le père s'appelait Joachim Nin. Il était d'une beauté exceptionnelle et c'était un pianiste classique qui a fait une carrière brillante et aussi un, comment appelle-t-on les spécialistes de culture musicale, un musicologue très averti. Alors il avait plaqué sa famille quand Anaïs était une toute petite fille et elle a commencé son journal pour garder un dialogue avec son père, pouvoir continuer à lui dire ce qu'elle faisait, ce qu'elle devenait. Ce père qu'elle n'avait plus près d'elle, et qu'elle n'a plus vu pendant 20 ans peut-être. Mais voilà, le point de départ du journal, c'est combler l'absence du père. Ce père, dont elle avait des échos, évidemment, j'ai de dire les journaux, compte rendu du concert donné à tel endroit, Carnegie Hall, etc. Un jour, il est venu à Paris. Et donc, ils ont voulu les deux se voir. C'était un bourreau des cœurs, il avait une vie sentimentale très agitée. Alors elle a été séduite par son père. Dans son journal, mon père, quand il va à l'hôtel, amène ses propres draps, parce qu'il ne supporte que des draps en soie. Donc déjà, le raffinement du père. Il y a eu un développement aussi sur les chemises du père, la pile de chemises en soie, bien entendu, aussi, impeccable, etc.
sa coquetterie, son élégance suprême. Il y a une sorte de fascination. Et en même temps, elle voulait lui montrer qui elle était. Cette petite fille qu'il avait plantée un jour, il avait laissé sa femme, il y avait un frère aussi, et Anaïs. Donc, qui elle était. Alors, elle s'est mise en valeur. Alors, il n'y a pas de théorie vraiment, il y a des psychanalystes ou des psychiatres qui sont penchés sur la question. Est-ce que, en se donnant à son père, elle a voulu reconquérir celui-ci, rattraper le temps perdu, bride abattue, évidemment. Est-ce que c'est un facteur de compensation? Et lui? Est-ce qu'il a été séduit par l'artiste qui était devenu sa fille? Est-ce qu'il a voulu ajouter à son tableau de chasse une conquête singulière, inédite, amorale ou immorale, ce qu'on voudra? Oui, il n'y a pas une réponse définitive, mais il y a eu un jeu de séduction d'une fille délaissée et lui d'un père qui retrouvait une fille devenue célèbre, ou on voit de devenir célèbre. Et voilà comment, ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais malgré tout, il y a eu, et elle en parle dans son journal, elle en parle dans un roman, etc., il y a eu consommation charnelle entre le père et la fille. Voilà. Ce que je peux vous dire sur cette question délicate. Je vais qu'on va un doigt se lever. Ça, c'est des formations professionnelles. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous allons vous remercier encore une fois. Merci pour l'exposé, merci pour la chaleur. Merci pour l'invitation.